La vie de Dorothée n'était pas parfaite. Elle ne l'avait jamais été que dans ses rêves. Pourtant, depuis quelques jours, la jeune femme de 19 ans voyait son avenir à travers une paire de lunettes roses. L'effet des hormones, présuma-t-elle en garant sa voiture devant la façade de briques d'une maison centenaire du centre-ville de Montréal. Les nausées et la fatigue du premier trimestre de sa grossesse n'étaient plus que de mauvais souvenirs. Les risques de fausses couches étaient également chose du passé. Elle avait cessé de faire des cauchemars à ce sujet. Dorothée revenait du centre commercial où elle était vendeuse dans une bijouterie. Au lieu de rentrer directement chez elle après son travail, elle en avait profité pour faire quelques achats. Une dizaine de sacs en plastique s'amoncelaient sur le siège passager de son auto, ce qui lui donnait maintenant tout juste le temps de se changer et de repartir. Une fois dans son vestibule, Dorothée laissa choir ses nouveaux biens dans un coin. Posant une main sur son ventre bombé, elle s'exclama joyeusement. « On est à la maison, mon petit Toto !» Dorothée avait toujours entendu dire que les signes d'une première grossesse apparaissaient plus tard que pour les subséquentes. Pourtant, à seulement 23 semaines et 4 jours, ces récentes rondeurs sautaient aux yeux. C'est sans doute dû à mon enthousiasme, car si dans le cas d'un déni de grossesse, l'état de la femme pouvait passer inaperçu jusqu'à la fin, peut-être que l'effet contraire se produisait pour Dorothée. « J'ai tellement hâte de te voir, la frimousse, mon petit Toto !» Dans la tête de la jeune femme, une voix la prévint. « Faut faire attention à ce qu'on souhaite, ma fille. » La réplique, une des préférées de sa mère, la fit glousser. « Maman, si tu penses que je vais laisser ta négativité me contaminer, tu te fourres un doigt dans l'œil. » Bonjour, bienvenue par ici et merci à toi de passer dans le coin. Avant de commencer, j'ai quelques bonnes vibes à partager avec toi. Et vu le bouquin du jour, on va en avoir besoin. Tout d'abord, j'étais au Quai du Polar le 5 avril dernier, ce qui a permis la rencontre avec quelques-uns d'entre vous, et j'ai passé une putain de bonne journée. Ce qui m'a fait le plus grand bien. Dédicace à vous, messieurs, et je suis reparti de Lyon avec un cadeau tout à fait spécial. Cette magnifique paire de chaussettes roses, trop petite pour moi, avec marqué super connasse. Comme quoi, j'ai beau essayer d'être discret, vous lisez véritablement en moi comme dans un livre ouvert. Autre bonne nouvelle, la déclaration pour les revenus 2024 est ouverte. N'est-ce pas merveilleux? Émane-toi le cul de la remplir. Qu'on puisse collégialement renflouer les caisses de l'Europe et de l'État parce qu'il n'y a plus de pognon. Comment veux-tu que les grands esprits qui nous dirigent continuent de détourner des fonds publics s'il n'y a plus de fric? En plus, Marine, elle a tout pris. Bref, à l'air général, je m'apprête à te parler d'un livre appartenant à la collection des contes interdits. Si tu ne connais pas cette collection, ce sont des auteurs qui s'amusent à détourner des contes et légendes populaires et intemporelles pour en faire des versions ultra gore, ultra violentes, crades et dérangeantes. J'avais eu l'occasion de te parler de deux d'entre eux, La Petite Sirène, que j'avais détesté et je maintiens, ainsi que Aladdin, que j'avais détesté et je maintiens. Aujourd'hui, je vais te parler du Magicien d'Oz de Maud Royer, qui m'avait été offert par mon meilleur ami en même temps que Aladdin, que je salue au passage. Et oui, on me l'a offert celui-ci et franchement, je comprends, car qui me connaît et voit cette collection va immanquablement penser que c'est fait pour moi. Et je suis d'accord. Sur le papier, je trouve que c'est une excellente idée, cette collection. Sur le papier. Je lis cette lecture dans le challenge à vos livres cette année pour valider le défi tripalaire, lire une œuvre objectivement gore, car même si je n'avais absolument aucune idée de ce dont ce livre parlait avant de le lire, en tapant dans les contes interdits, j'étais à peu près sûr de taper juste. Et tu sais quoi? Bingo! Oh, quelle surprise!
Le Magicien d'Oz version conte interdit est donc paru en 2022 aux éditions Ada au Québec et aux éditions Contredire en France. Il s'agit du 27e conte interdit dans cette collection pour un plaisir immense étalé sur 325 pages. Enfin, 325 pages chez Contredire, chez Ada c'est 216. Je ne sais pas pourquoi. Peut-être qu'en France, on aime quand c'est écrit très très gros. Je le mentionne maintenant, il existe un spin-off nommé Étienne démasqué par la même autrice qui se concentre sur l'un des personnages présents dans Le Magicien d'Oz, sorti en 2024 au Québec et 2025 en Europe aux éditions Corbeau. Il n'intègre pas la collection des contes interdits, mais celle dans l'univers des contes interdits, sorte d'univers étendu si tu veux. Ce livre est donc une réécriture très libre du roman original de 1900 de l'auteur Lyman Frank Baum. Tellement libre que ça n'a plus rien à voir. Point Wikipédia, Maude Royer est une autrice québécoise née le 14 mai 1977 à Québec, diplômée en technique de graphisme du CEPEG de Saint-Foy en 1997. Elle exerce depuis 1998 en tant que graphiste au centre de recherche du centre hospitalier de l'Université Laval. En plus de sa carrière de graphiste, elle est aussi passionnée d'écriture et a produit une saga littéraire fantasy pour jeunesse, Les Premiers Magiciens, et également toute une tripotée de romans horrifiques dans la collection des contes interdits avec notamment Bambi, Le Livre de la Jungle, Pinocchio et quelques autres. C'est donc le 3e roman que je lis appartenant à la collection des contes interdits. Après celui-ci, je n'en ai plus en stock. Est-ce que ça sera le dernier ? Nous sommes au milieu des années 90 et nous faisons la connaissance de Dorothée Norrois, une jeune femme de 19 ans enceinte de 23 semaines et habitante de Montréal. Elle se réjouit de sa grossesse et prépare minutieusement la chambre de son futur enfant qu'elle appelle affectueusement Toto. Malgré l'absence de son compagnon Vincent, parti travailler à Bay James, elle vit une période de bonheur intense, bercée d'espoir et de préparatifs. Mais tout bascule brutalement. Après une série de revers, une carte de crédit annulée, une mise à pied injuste, une trahison par sa meilleure amie, elle est témoin d'un accident de la route meurtrier. Une conductrice enceinte, elle aussi, Joanne, est projetée hors de son véhicule. Dorothée, impliquée dans le carambolage, est blessée. Les secouristes parviennent à extraire vivant le bébé de Joanne, pour qui il n'y a malheureusement plus rien à faire, mais pour Dorothée, c'est direction l'hôpital où elle commence à subir des contractions inattendues. Bien que convaincue qu'il est trop tôt, elle accouche prématurément à 23 semaines et 4 jours par césarienne d'un garçon. Le père refuse toute implication, la quitte, et elle découvre qu'elle ne pourra plus avoir d'enfant à l'avenir. Le bébé, nommé Kansas, survit environ 30 heures avant de décéder. Dorothée affronte la perte avec une douleur immense. Entre solitude, détresse physique et émotionnelle et absence totale de soutien, elle est laissée seule face à son deuil. À la fin, elle quitte l'hôpital, pieds nus, brisée, errante dans une ville devenue méconnaissable, sans but, perdue dans sa peine. Et ça, c'est juste le chapitre 1. 25 ans passent, Dorothée est encore là, mais elle n'est plus celle qu'elle a été. Bon, tu le sais, je n'ai jamais tenu secret le fait que les contes interdits et moi, c'est compliqué. Je répète qu'à mes yeux, l'idée de base, celle de prendre des histoires issues de contes populaires pour les tourner façon trash violente et dérangeante, c'est une bonne idée. Là où ça pêche, selon moi, c'est dans l'exécution. Je n'ai rien contre le fait de produire des histoires horribles, et j'assume parfaitement le fait de ressentir une certaine forme de plaisir à les lire. J'aime quand un roman est transgressif, qu'il vient bousculer les bonnes mœurs, je n'ai aucun souci là-dessus. Là où les contes interdits me perdent, c'est dans une sensation de surenchère, d'étalage de couches composées de tripes, de sang, de merde et de sperme, qui me donne la sensation d'un cocktail qui prend une apparence dégueulasse, alors que son seul ingrédient n'est que de la flotte. Je veux bien que ça soit gore, violent et trash, mais je veux que ça ait du sens. Et dans les 2 précédentes tentatives d'appréciation des contes interdits, j'en ai cruellement manqué. En ce qui concerne Le Magicien d'Oz,
je partais avec énormément d'appréhension, mais vraiment énormément. Autant d'appréhension que quand tu dois enfiler ton slip et que tu te rends compte qu'il n'est pas encore tout à fait sec. J'espère que l'humidité ne traversera pas le jean le temps que j'arrive au bureau. Et pourtant, avec le Magicien d'Oz, je n'ai pas tout détesté. Alors ça reste dégueulasse et clairement on est très loin d'un coup de cœur. Mais quelle ne fut pas ma surprise de reconnaître qu'à plusieurs occasions, j'appréciais cette lecture et même je passais de bons moments, à condition de séparer une partie de cette histoire du reste. Mais ça, j'y reviendrai plus tard. Je n'ai pas détesté, comme quoi, comme me l'a souvent répété mon père, les accidents ça arrive, la preuve, t'es là. Voilà, fin de citation. Ce roman aborde des sujets qui clairement peuvent réveiller des traumas. Il y a quand même des choses pas faciles. Mais déjà, si tu sens une certaine fragilité là-dessus, bon, n'y va pas. Mais de manière générale, il est nécessaire de savoir faire la part des choses entre la réalité et la fiction. Et je conçois que ça ne soit pas toujours évident pour tout le monde. Ça dépend des cas. Un des sujets inévitables à aborder dans les contes interdits, c'est bien évidemment le lien entre cette version distordue du conte original et le conte original. Alors, oui, mais non. Évidemment, il y en a. Mais ça reste discret. Cette histoire, c'est avant tout un récit autour d'une enquête à la recherche d'un tueur en série. Je me suis interrogé pourquoi j'apprécie davantage ce conte interdit plutôt que les autres que j'avais lus. Je crois que j'adhère davantage à celui-ci parce que le prétexte de ce tueur en série est la découverte de cadavres atrocement mutilés. Là, on parle de trucs dégueulasses. Colle mieux au contexte utilisé, qui est celui d'une enquête de police, franchement répugnante, dans la forme, en tout cas. Bien qu'assez classique dans le fond. En gros, ça donne cadavre, enquête, découverte, cadavre. Fausse piste, cadavre, découverte, bonne piste, twist final. Là où c'est étrange de la part de l'autrice, c'est de te présenter la finalité de l'histoire dans l'avant-dernier chapitre, suivi par un dernier qui t'indique que l'enquêteur chargé de retrouver l'auteur des crimes est bloqué. Ça n'a, à mes yeux, aucun intérêt. Dans ce sens-là, on va jusqu'au bout des choses. Dans le dernier chapitre, on fait un pas en arrière. Ça aurait été plus percutant de faire l'inverse, non ? Mais bon, si je prends ce livre pour ce qu'il est, c'est-à-dire une histoire de fiction destinée à distraire un public de lecteurs avertis, alors ça fait parfaitement le café, bien qu'il faille partir sur le postulat que le titre « Le Magicien d'Oz », il est là pour faire joli, Ça n'est pas franchement nécessaire d'avoir une plume extrêmement percutante pour rendre compte de cette histoire, mais tu sens quand même qu'il y a eu de l'investissement dans la construction de la narration et dans l'organisation générale du récit, qui paye, car l'intrigue se construit de façon fluide, ce qui fait que c'est plaisant à lire. C'est plus compliqué en ce qui concerne l'identification aux personnages, car bien qu'on puisse ressentir une certaine forme de chagrin quand quelques-uns ont à traverser des épreuves, ils ont malgré tout tous un sacré pet au casque. Une belle bande de dégénérés. C'est marqué derrière, là. Interdit aux moins de 18 ans. Et oui, en effet, déjà cette histoire est particulièrement dérangeante, mais en plus, elle est entrecoupée de passages ouvertement pornographiques. Alors qu'on s'entende, ce n'est pas quelque chose qui me choque, ça me laisse assez indifférent. L'érotisme peut me titiller, mais le gros porno bien gras, je trouve que ça a un côté sordide. Et c'est là où intervient le ressenti de surenchère un peu toujours plus. Déjà que cette histoire était bien assez sordide comme ça, de base. Franchement, ça n'était pas obligatoire. Mais ça fait partie de cette collection, je crois. Donc, Et alors, ça tombe comme ça. Comme un cheveu sur la soupe. Ça tombe avec la même légèreté qu'un frigo qui tombe du 5e étage. Et l'un d'entre eux m'a franchement posé problème. Il a fallu faire un effort pour décorréler cette partie de l'ensemble parce qu'il aurait été facile de bloquer sur ce passage et de condamner l'intégralité du bouquin. Attention, ça va être compliqué à aborder. Ce livre te présente une scène immonde d'une agression sexuelle dont la victime retrouve l'ascendant sur son agresseur en faisant en sorte de composer avec la situation pour finalement prendre son pied.
Autant j'aurais pu comprendre si la stratégie de la victime était de simuler un plaisir. J'avais prévenu, c'est compliqué. Pour couper l'envie à l'agresseur. Mais là non. La victime prend vraiment son pied. Présenter une situation où la victime, quelle qu'elle soit, finit par dominer son agresseur, ok. Là où ça me dérange, c'est que déjà cette idée est introduite de façon très maladroite, mais surtout qu'elle est présentée comme une question de volonté accessible à tout le monde. Et là, moi, c'est non. Je trouve ça hyper problématique de partager l'idée, tant qu'à y être, autant passer du bon temps. Je trouve ça monstrueux. Si la volonté de l'autrice était de promouvoir l'idée qu'il existe une force insoupçonnée qui sommeille en chacun, c'est un échec complet. Puisque ça déshumanise complètement la victime en lui collant des aspects de sociopathe. Avec les contes interdits, il y a toujours cette excuse qui plane. Oui, mais c'est pour choquer au maximum le lecteur. Là, pour moi, c'est pas pareil, car dans ce contexte, rendre la situation encore plus choquante, il y avait 1000 manières de le faire sans déshumaniser la victime. Je ne vais pas te faire un dessin. Il plane autour de ça une odeur nauséabonde, car cela induit l'idée, c'est acceptable. Si ça se trouve, elle va kiffer. Petite précision, je n'aborde pas ça pour me donner bonne presse et bonne image. C'est un sujet important, duquel on parle beaucoup en ce moment, c'est vrai, mais au-delà de ça, c'est avant tout une question de bon sens, de savoir mettre les choses à leur bonne place, d'autant que là, le personnage qui a subi cette agression, eh bien, il ne revient plus après, et ne joue absolument aucun rôle dans le reste du récit. Il a fallu, je le disais, décorréler cette partie du reste, parce que sinon, c'était plié, fini. Rideau, ce livre est une purge, au revoir et bonne journée. Et je comprendrais parfaitement que d'autres choisissent de ne pas le faire, cette décorrélation. Est-ce que je te conseille Le Magicien d'Oz dans la collection des contes interdits par Maud Royer? En fait, je vais me tenir éloigné de conseiller ou pas ce roman parce que je trouverais ça hyper mal à propos. Donc c'est toi et toi-même qui décideras de le lire ou pas. Tout ce que je dis, c'est que les parties glauques, violentes, dérangeantes, découvertes de cadavres atrocement mutilés et enquêtes, elles ne sont pas nulles. Ça n'est pas non plus la découverte du siècle, mais c'est pas nul. Les parties pornographiques sont en revanche assez nazes pour moi, car jamais justifiées, et l'une d'entre elles franchit une barrière qu'il m'est impossible d'admettre, car soit elle est franchement inappropriée, soit elle révèle une ignorance assez crasse. En fait, si ta curiosité te pousse à lire ce roman, eh bien vas-y, satisfais-la. Et si ce n'est pas le cas, passe ton chemin, il est facile de vivre sans. En ce qui concerne les contes interdits et moi, c'est fini. Avec La Petite Sirène et Aladdin, qui ont tous deux fait l'objet d'avis lecture sur cette chaîne, ça fait 3. J'estime que j'ai suffisamment laissé sa chance au produit et ça ne me correspond pas, même si j'ai cette frustration de me dire « c'est dommage » parce que sur le papier, je trouve que c'est une excellente idée. La seule condition pour que j'en relise un que j'aperçois là-bas au loin, très loin, ou très très loin, serait qu'un proche m'en offre un nouveau, en ignorant que ça ne m'emballe pas franchement. J'en profite pour passer ce message, ne le faites pas. Hein, ça va aller, merci, c'est pas la peine de vous faire chier avec ça. C'est tout pour moi. Si tu as lu Le Conte Interdit, Le Magicien d'Oz de Maud Royer, j'attends ton avis en commentaire. Si tu aimes les contes interdits en général, tu as le droit. Je suis absolument persuadé que nos avis contraires sur cette collection peuvent coexister. Je ne jugerai jamais de la valeur d'une personne en me fondant sur les lectures qu'elle apprécie ou pas, et j'attends la même considération en retour. Tu connais la ritournelle, like, abonne-toi, active la cloche, à la seule condition que tu le veuilles. N'oublie pas, doute de moi et de tout ce que je t'ai dit, c'est important. En attendant la prochaine fois, je te souhaite une bonne soirée, bye.